Le problème, c'est pas toi, c'est moi. Une phrase un peu cliché qu'on a tous entendue, ne serait-ce qu'indirectement. Elle est souvent l'annonce d'une rupture, d'une déchirure, de la fin, ou du début de quelque chose selon comment on se place. Si vous avez déjà été le destinataire de cette phrase, vous avez peut-être pensé en votre fort intérieur « Non, le problème c'est moi », contrairement à ce qui vient de vous être dit. Petit égoïste que vous êtes. Mais vous avez probablement raison. Le problème c'est vous, le problème c'est moi, le problème c'est soi. Ce qui fait que cette phrase est totalement sincère et juste. Nous sommes notre principal problème. Le problème c'est toujours moi, pas toi. Nous sommes, pour la plupart, incapables d'être heureux par nous-mêmes. Il y a toujours quelque chose qui nous manque. On se dit très souvent que si on avait ceci ou cela, on serait plus heureux. Il nous arrive à tous d'avoir cette sensation étrange d'absence de quelque chose, comme si on était incomplet. Comme si nous ne pouvions nous suffire à nous-mêmes. La première fois que j'ai ressenti ce vide, je devais avoir 8 ans. J'étais seul dans ma chambre, ma mère s'était enfin endormie, après avoir comme souvent commencé à boire dès le matin. Fini les cris, fini les coups, ma peur avait laissé place à une forme de soulagement. J'étais debout, je me contentais de regarder par la fenêtre en silence, quand j'ai ressenti pour la première fois ce trou dans ma poitrine. À l'époque, je n'avais pas su verbaliser ce qui était en train de se passer, ni même le conscientiser. À mesure que je sentais ce trou grandir en moi, je ne pensais qu'à une chose, mourir. Rassurez-vous, j'ai pas l'intention de vous parler du suicide aujourd'hui. Avec le recul, je pense que c'est ce jour-là que j'ai expérimenté pour la première fois le manque. Pas le manque matériel, affectif ou émotionnel, un manque plus profond. Je crois que je réalisais pour la première fois l'ampleur du fossé qui me séparait du bonheur. Alors aujourd'hui, même si tout n'est pas rose, évidemment les choses vont tout de même beaucoup mieux. Les pulsions suicidaires se sont fait de plus en plus rares avec le temps, mais le trou, lui, est resté, car il est présent chez tout le monde. Pas forcément sous la forme d'un trou, chacun a sa propre représentation de son manque. Quand on a pris conscience de ce trou, on essaye de le remplir, avec de la bouffe, du sexe, de la drogue, des passions, des loisirs, et surtout avec les relations qu'on entretient avec les autres. Nous passons notre vie à tenter de remplir ce trou, comme si notre existence ne consistait qu'à combler un vide. Ce n'est pas anodin si l'on parle de journée ou de vie bien remplie. On part du principe qu'une vie est vide, et qu'il faut donc la remplir. Le vide est le constat de départ, donc le manque est le constat de départ. D'ailleurs, on nous l'a assez répété en cours de physique, l'univers, et donc nous compris, sommes constitués à 90% de vide. Mais j'y reviendrai. Il faut donc combler ce manque, car il semble que c'est la condition nécessaire au bonheur. Il nous faut trouver ce qui pourra parfaitement remplir le trou afin d'être à nouveau complet. Encore une fois, ce n'est pas pour rien qu'on parle de plénitude, la sensation d'être plein. Avec l'âge, on se rend bien compte que la bouffe ou les jouets ne suffisent plus à combler le trou. Alors on se met à absorber un maximum d'éléments extérieurs pour remplir le vide intérieur, et parfois ça marche, pour un temps du moins. Puis le trou refait surface. Un peu comme si nous étions des seaux percés, condamnés à ne pouvoir garder notre contenu, et donc contraints de nous remplir encore et encore pour éviter d'être vides. Parmi les éléments extérieurs qu'on ingère, une grande importance est donnée aux autres. Comme l'autre est ce qui nous ressemble le plus, et ce avec quoi nous avons le plus d'interaction, il est en un sens logique de penser que l'on va combler notre partie manquante avec quelqu'un d'autre. Un peu comme une greffe. On va prendre chez l'autre ce qui nous manque chez nous. Sauf qu'au contraire de la greffe, vous ne pouvez pas simplement prendre ce qui vous manque et partir. De plus, l'autre fait exactement la même chose pour lui. Il vous faut donc trouver un équilibre. Il faut que chacun y trouve son compte. Parfois, on a la sensation d'avoir trouvé la personne qui nous manque. Quelqu'un qui, à lui tout seul, ferait pile la taille de notre creux. Comme deux pièces d'un puzzle qui s'emboîteraient parfaitement. Sauf qu'avec le temps, généralement on se rend compte qu'on a un peu forcé pour que les pièces s'emboîtent, ou au contraire qu'il y a du jeu, des interstices, des brèches. La plupart du temps, on décide de colmater les espaces avec d'autres autres. En multipliant les relations, en complétant avec des possessions diverses et variées, des passions, des loisirs, on arrive à reformer une pièce du puzzle cohérente pour s'emboîter parfaitement en nous. Le hic, c'est que nous ne sommes pas des pièces de puzzle. Nous ne sommes pas fixes. On évolue, on change, on bouge, et notre trou avec. Garder en permanence un équilibre entre toutes ces choses en mouvement relève plus du miracle que d'un exercice de funambule. Le fait est que nous avons trop tendance à rendre responsables les autres de notre bonheur, ce qui est une énorme responsabilité que nous faisons peser sur eux. Et il faut bien l'avouer, la majorité d'entre nous avons la fâcheuse manie de faire reposer cette tâche immense majoritairement sur une seule personne, l'être aimé, qui lui attend la même chose de vous, mais qui, comme vous, n'a pas envie de porter la responsabilité du bonheur de l'autre. Vous voyez un peu l'impasse ? Alors où trouver ce qui nous manque ? Certains pensent que la solution est en nous, que ce qui nous manque serait même une part de nous,
une partie de nous que nous aurions perdue très tôt, qui se serait cachée et qu'il faudrait retrouver. C'est pas bête. D'ailleurs, on utilise l'expression se chercher et l'expression se trouver. Malheureusement, même si cela est vrai, je n'ai pas de solution miracle pour retrouver cette part perdue, ce moi manquant. Je vous laisserai donc chercher par vous-même si le cœur vous en dit. Maintenant, on pourrait aussi s'interroger sur pourquoi ce manque. D'où vient-il? Qu'est-ce qui le provoque? J'ai pour ma part plusieurs théories, explications ou visions, appelez ça comme vous voulez. La première serait biologique et psychologique, et aurait lieu dès la naissance. On peut considérer la naissance comme une rupture, une déchirure du point de vue de l'enfant. Son entrée dans le monde extérieur consiste en la perte d'un lien extrêmement important qui est celui du lien à la mère. Avant la naissance, l'enfant et la mère ne forment qu'un, et en naissant, l'enfant perdrait une partie de lui. La naissance constituerait la perte ultime de l'enfant, qu'il chercherait ensuite toute sa vie à compenser. Cet acte de déchirement pourrait provoquer des séquelles psychologiques irrémédiables qui pourraient expliquer certains fonctionnements de notre cerveau, dont certains biais, comme l'aversion à la perte, qui fait que la sensation de perte est toujours plus douloureuse que la satisfaction du gain. Elle serait traumatique car fatalement liée à la perte physique du lien à la mère qu'est le cordon ombilical. On chercherait donc à combler psychologiquement une perte physique. La deuxième explication est d'ordre sociologique. Notre société capitaliste est une société du besoin et donc du manque. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de développer ce point, mais allons-y quand même. Le capitalisme, pour pouvoir continuer de fonctionner, doit continuer de vendre et doit donc créer de nouveaux besoins, provoquant ainsi une sensation de frustration permanente. Car il nous manque toujours quelque chose, il y a toujours de nouveaux trous à remplir. Rajoutez à ça d'autres superstructures, comme le patriarcat et son héritage chrétien, qui entretient de nombreux mythes autour du bonheur, le rendant accessible qu'à certaines conditions. Si vous cumulez tout ça, vous obtenez toute une série d'injonctions auxquelles vous devez vous soumettre pour être heureux. Il faut être en couple, de préférence hétérosexuel. Il faut fonder une famille, avoir un travail, une maison, une voiture, consommer, et ainsi de suite. Ces injonctions, même si on les déconstruit, ont pour effet de ne penser le bonheur qu'à travers elles, rendant la construction d'un bonheur parallèle très difficile. Puisque échapper à ces injonctions, en plus de vous marginaliser, devient donc un nouveau besoin, et donc un nouveau manque difficile à combler. Cela pour expliquer pourquoi il semblerait que ces questions de bonheur et de manque ne se posent pas chez certains peuples qui échappent encore au capitalisme. La dernière serait une explication métaphysique, dirons-nous. Il y a 14 milliards d'années, toute la matière de l'univers était concentrée en un minuscule point. Puis, le Big Bang, entraînant d'abord la soupe primordiale, et assez rapidement après, les particules s'éloignant les unes des autres, le vide. Le vide au sens physique, l'absence de matière, l'absence de particules. L'univers étant en expansion, la matière s'est retrouvée de plus en plus dispersée, laissant donc de plus en plus d'espace au vide, jusqu'à devenir en quelque sorte ce qui nous constitue. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase « La nature a horreur du vide ». Si on considère que nous faisons partie de la nature au sens le plus large qui soit, alors nous avons horreur du vide. Cela pour expliquer notre propension à remplir un maximum notre espace, à tout aménager, à nous multiplier afin de combler tout ce vide, jusqu'à tenter de nous remplir nous-mêmes. Le vide que nous ressentons serait-il notre vide physique, dans son sens le plus strict, notre absence de matière, provoquée par le Big Bang il y a plus de 13 milliards d'années. Nous, minuscules, microscopiques petits fragments de l'univers, ne pourrions qu'être à nouveau complets qu'en nous réunissant avec toute la matière de l'univers dans le point central d'où nous sommes partis à l'époque où tout ne formait qu'un. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura pas trop déprimé. Petite précision sur le vide au sens physique. Le vide, c'est l'absence de matière, mais ça signifie pas qu'il y ait rien dedans. C'est traversé par tout un tas de forces et de champs qui empêchent même la présence de la matière, même si on sait aujourd'hui avec le boson de Higgs que du vide peut surgir de la matière. Je ne vais pas me lancer dans des explications, mais pour ceux que ça intéresse, je vous laisse un lien vers une vidéo d'Étienne Klein qui explique ça très bien. Moi, je trouve ça passionnant. Voilà. Merci encore de m'avoir écouté, et puis surtout, soyez heureux. Allez, ciao.